Bonjour à tous et bienvenue sur le regard ciné de Kinou et Marie-Lise. Nous vous prévenons que ce podcast consacré au film Fight Club sera en 2 parties. Nous vous prévenons également qu'il y a de gros spoilers pour ce film. Si vous n'avez pas vu le film, nous vous conseillons donc de le voir avant. Bonne écoute. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Le monde se divise en 2 catégories. Say hello to my little friend. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. L'année 1999 a été particulièrement riche en films cultes. La Ligne verte, Dans la peau de John Malkovich, American Beauty, Sleepy Hollow, Matrix, Magnolia, Ghost Dog. En dehors de leur année de sortie, toutes ces œuvres ont un dénominateur commun, la créativité. À l'aube du XXIe siècle, ces ovnis cinématographiques ont marqué les spectateurs, laissant une trace dans leur esprit qui perdure encore plus de 20 ans après. C'est aussi le cas de Fight Club, réalisé par David Fincher et sorti lui aussi en 1999. S'il n'a pas eu beaucoup de succès à sa sortie, en partie à cause de sa campagne marketing désastreuse, il s'est finalement imposé comme un film culte à sa sortie en DVD. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons donc contourner les 2 premières règles du Fight Club et parler du Fight Club. Bonjour Kino. Salut Marie, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Ouais, on va parler du Fight Club, du coup on prend des risques un peu. Ouais, Tyler Durden risque de nous en vouloir un petit peu. Bon, écoute, on assume. Donc, ouais. Je suis prêt à me battre contre Brad Pitt, vu que ma femme est fan de ses abdos dans le film, j'ai un petit contentieux contre lui en plus. Donc, Alors, Brad, si tu m'écoutes, je t'attends. Alors, Brad, moi aussi, je t'attends. Pour d'autres raisons. Je pense qu'il n'y a pas que ta femme, hein, en l'occurrence. Je crois que le monde entier... On va en reparler, mais il est juste... Je pense que c'est le film où il est... Même moi qui suis un hétéro absolument convaincu et voilà... tout le monde a des cœurs dans les yeux quand on voit Brad Pitt dans ce film. Là, j'avoue qu'il est quand même parti... t'as envie de lui ressembler, quoi. Ah ouais, il est magnifique, quoi. Ouais, je sais pas, entre Thelma et Louise et ce film-là, je sais pas où il est le plus beau. Thelma et Louise, il fait un peu minet, je trouve qu'il est moins... Il a moins de relief, tu vois, là, dans ce film-là. Il est crâneux. Oui, non, mais il est pas moche, hein, mais... Là, il est crade, il est habillé un peu n'importe comment et tout ça, mais tu dis quand même, il est quand même vraiment beau. Il est habillé n'importe comment, mais il a du style, quoi. C'est incroyable. C'est le mec qui donne du style aux vêtements et pas l'inverse. On y reviendra à ces vêtements parce que justement, il y a plein de choses à dire, c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est vrai que cette année 99, moi, je suis allé beaucoup au ciné parce que tous les films que tu as cités, c'est des films que j'ai vus. Qui sont tu l'as dit, des ovnis absolus. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais. C'est vrai que c'est hyper créatif. En même temps, c'est déstabilisant parce que du coup, c'est vrai que tu allais voir des films. Matrix, c'est un film qui quand même te percute vachement aussi. Ghost Dog, il est un peu moins connu, un peu moins médiatisé, mais c'est aussi un super bon film. C'est un super bon film avec une construction qui est complètement à côté de la plaque, si j'ose dire, en tout cas qui est pas conventionnelle du tout. Il y a plein de films qui sont dans ma DVD tech. Magnolia aussi. C'est un ovni complet. Bizarre. Dans la peau de John Malkovich, c'est peut-être un des trucs les plus bizarres que j'ai vu. C'est peut-être ceux parmi lesquels que tu as cités que j'ai le moins aimé, tu vois, j'ai pas tout compris dans la peau c'est très très particulier. Mais même American Beauty... Ouais, mais il est parfait aussi, ce film. Enfin, j'adore, il quoi. est super bien fait. C'est top. Et il y a des thèmes, d'ailleurs, qui reviennent dans Fight Club. Enfin, American Beauty et Fight Club, je trouve qu'ils sont en miroir, ils se répondent assez, en fait. Il y a une actu aussi qui fait que, je pense, il y a un contexte, un environnement qui fait que ça peut pas être le fruit du hasard que tous ces films-là soient sortis à peu près en même temps. C'est sûr. Avec des thématiques qui sont communes, des manières de traiter ces thématiques-là qui sont très différentes, mais il y a forcément un stimulateur, je sais pas si ça se dit, en tout cas un truc qui stimule cette créativité-là, qui peut ne pas être autre chose que l'environnement, le contexte socio-culturel, économique aussi de l'époque. En tout cas, il y a quantité de trucs à profusion sur cette année-là, et en effet...
ma carte de ciné a pas dû tenir très longtemps en 99. Je Ah pense. ouais, il y avait de quoi faire. Et puis moi, je pense aux Oscars de cette époque, tu vois. Chaud, ouais. Comment on Imagine. distribue. À qui tu donnes quoi, en fait. C'est clair. Non, c'est sûr. Alors, comment t'as découvert le film au cinéma, alors, Fight Club? Fight Club, non, Fight Club, je l'ai pas vu au ciné. Ça fait. En fait, en effet, il a pas. Tu vois, Matrix, tout le monde en parlait. Je me souviens de Matrix. Dans la cour du lycée, tout le monde parlait de Matrix. Et si t'avais pas vu Matrix, il fallait aller le voir parce que si tu voulais t'intégrer dans les conversations, il fallait absolument avoir vu ce film. Fight énorme, Club, Matrix. c'était beaucoup plus. Je sais pas, alors je me trompe ou peut-être que j'étais sur une autre planète, mais il m'a semblé que c'était beaucoup plus. Comment dire confidentiel. Underground, justement. Ouais. C'est un mot, je pense, qui peut caractériser le film globalement. Je pense que sa sortie en DVD où vraiment il a pas eu de succès au cinéma, hein. Ni à l'international, ni aux États-Unis. Au cinéma, ça a été assez catastrophique en fait. En fait, les bandes annonces, j'ai revu quelques bandes annonces pour préparer le podcast, ne reflètent absolument pas ce qu'est le film. En fait, tu t'attends à un film d'action basique, des mecs qui se tapent dessus, mais enfin, ça représente absolument pas ce qu'est le film. La campagne marketing, en fait, elle collait pas du tout au genre du film. Le film, comme tu l'as dit, il est un peu underground, il est sale, il est... En anglais, ils ont ce terme qui est gritty, tu vois, ça t'accroche, c'est subversif. Ouais, voilà, carrément. Et donc, en fait, le film, à la base, Fincher, donc le réalisateur David Fincher, voulait une campagne marketing décalée, underground, à l'image du film. Il aurait eu ce qu'il voulait, sauf que entre-temps, il y a eu le massacre de Columbine. Aux États-Unis, je rappelle, le lycée de Columbine, deux jeunes lycéens ont pris des flingues et sont allés tuer plusieurs camarades et des professeurs aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé... Un massacre de masse dans un lycée. Ouais, c'était énorme. Ouais, je sais plus combien il y a eu de morts. Mais... Enfin bon, ceux que ça intéresse, je vous conseille l'excellent documentaire Bowling for Columbine de... On pourra en parler d'ailleurs. Michael Moore, qui serait très intéressant à aborder, effectivement. Du coup, il y a eu cette fusillade qui a secoué les États-Unis et le monde. Le studio... Du coup, a préféré opter pour une campagne marketing pour Fight Club beaucoup plus soft et beaucoup plus habituelle et qui correspondait beaucoup plus à ce qu'on avait à l'époque. Je pense que c'était une erreur parce que on te présentait ça comme un film d'action où t'avais en gros des mecs qui se mettaient sur la gueule, quoi. Exactement. Ouais. Sauf que en fait le film c'est beaucoup plus que ça et il y a beaucoup plus de relief que ça. Oui, c'est complètement. évident. Que c'est beaucoup plus profond que ça et c'est beaucoup plus perturbant que ça aussi. Oui, au passage. C'est pas juste un film où on se met sur la gueule, quoi. C'est pas un film de capoeira, quoi. Tu vois. Non. C'est pas un film de karaté. C'est pas un Van Damme, quoi. C'est pas un Bruce Lee. Voilà, on est d'accord. Van Damme dans Fight Club. Ça. Oh, ça c'est génial. C'était cool. Punaise. Énoncer les règles du Fight Club, Van Damme. Franchement, c'est un concept. Faut qu'on contacte Jean-Claude imagine quelque chose. Faut qu'on appelle JCVD. En plus, en ce moment, je crois qu'il doit être plutôt dispo, si j'ai bien compris. Pour pouvoir faire un truc. Je vote pour. Mais du coup, les gens qui ont vu le film, ils étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à un Van Damme, justement, et ils ont eu Fight Club. Et le film, finalement, il a obtenu son statut de film culte après sa sortie en DVD parce que les gens commençaient à en parler, les gens ont compris en fait à ce moment-là ce qu'était le film. Et aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Il est souvent sur les listes des 100 meilleurs films à voir dans sa vie ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il faut l'avoir vu, je pense, parce c'est une expérience. Moi, il m'impressionne à chaque fois que je le vois. Ouais, et en fait, alors, pour compléter ce que tu disais sur l'accueil du film à sa sortie, il y avait une tranche, les ados en fait, jeunes adultes, qui ont plutôt bien accueilli le film, parce que justement, ils sont reconnus dans l'idée un peu révolutionnaire, un peu contestataire du film, la remise en question de la société de consommation, etc. Ils se sont vraiment reconnus là-dedans et dans le côté très violent des revendications qui pouvaient être portées. Peut-être, d'ailleurs, on y reviendra, je pense, mais peut-être pour de mauvaises raisons. Ouais, en fait. Moi je pense qu'ils n'ont pas forcément compris voilà. le film. Je suis d'accord. Et moi le premier, c'est-à-dire que quand j'ai vu ce film, je pense que je devais avoir, tu vois, la vingtaine, quelque chose comme ça. J'ai adoré parce que justement, c'est le genre de film où tu expies toute la violence que tu peux avoir en toi et les trucs que tu considères comme étant pas justes. Où en regardant ce film, tu te dis super, quelque part, je pourrais me reconnaître dans la personne de Tyler, etc. Ça parle à l'animal primal qui est en toi, en fait. Ouais, c'est tout à ça, fait. Et en fait, t'as un côté un peu jouissif sur cette violence-là. On en parlait un peu avec 300 aussi dans un autre cadre, mais c'est pareil, tu vois, c'est le côté très
le black passenger de Ouais, Dexter, ouais, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est ton côté un peu violent qui kiffe le film, et en fait, quand tu le regardes une deuxième, une troisième, une quatrième fois, tu te rends compte qu'il y a d'autres messages probablement plus profonds que simplement la violence et le côté révolutionnaire. Et c'est toxique en fait, hein. Si tu regardes, Ouais. c'est vraiment pas une bonne chose en fait, hein. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est carrément inspiré de la psychologie freudienne. Freud considérait qu'il existait 3 couches à chaque individu: le ça, le moi et le surmoi. Donc, attends, je recherche dans mes notes. Hein. Ça me rappelle vaguement des cours de philo. Ouais. Vaguement. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça te permet de vraiment comprendre comment est construit le film. Alors oui, par contre, attention, spoiler. Ah oui. Ouais. Si vous n'avez pas vu Fight Club, c'est pareil. Arrêtez le podcast, allez voir le film, puis revenez écouter le podcast. C'est ça. C'est comme pour Sixième Sens. Comme pour Sixième Sens. Ne vous faites pas spoiler, c'est très dommage. Voilà, bon, ça c'est dit. Pour Wayne's World, vous pouvez écouter le podcast avant de voir le film, c'est pas grave. Ça, c'est pas gênant. Mais pour les autres, faut faire gaffe. Donc, en réalité, on apprend que Tyler Durden, que Brad Pitt et Edward Norton sont une seule et même personne. Donc, en fait, Brad Pitt est une projection de ce que Edward Norton aimerait être. Considérer qu'Edward Norton est schizophrène en fait et a 2 personnalités distinctes, qui s'opposent même quasiment. Qui s'opposent, ouais. Et du coup, si on suit cette idée-là et qu'on suit justement la psychanalyse en fait créée par Freud, Tyler serait le ça. Le ça en fait dans la personne, c'est la force destructrice. Bah oui. Le bouillonnement d'émotions, le chaos. Tous les besoins pulsionnels viennent du ça, en fait. Donc, c'est toute la partie qu'on va apprendre à canaliser. Normalement. En théorie. C'est pas toujours facile. Le moi, c'est la partie de la personnalité qui assure les fonctions conscientes. Et c'est lui, en fait, qui va réguler justement le ça et l'empêcher d'assouvir ses pulsions au quotidien. Okay. Et le surmoi, donc là, ça serait le narrateur, en fait, dans Fight Club. Donc le personnage joué par Edward Norton, qui n'a pas de nom en réalité, on ne sait jamais son nom, mais en fait il doit s'appeler Tyler Durden probablement. C'est une théorie, il y en a d'autres. C'est une théorie, on ne sait pas. Voilà. Donc le narrateur, lui, serait le surmoi, c'est-à-dire celui qui veut l'ordre dans toute chose et qui suit une sorte de loi morale. Il est pas vraiment capable d'exprimer ce qu'il veut en fait, parce que il peut pas se libérer. Il est emprisonné dans cette espèce de loi morale. Il est très replié sur lui-même. Cartésien, quoi, du coup. Voilà, il n'arrive pas à sortir de son carcan en fait. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Donc le narrateur, quand on le voit au début du film, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est cette espèce de personne qui va suivre les règles, carrément, il est emprisonné complètement ouais. D'ailleurs, il a aucune passion à proprement pas, si ce n'est s'acheter des meubles Ikea, mais c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Même au niveau sexuel, quoi, la pulsion la plus primaire que tu puisses imaginer, il a aucun. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. C'est pour ça qu'il. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, il crée la personnalité de Tyler Durden, de Brad Pitt, parce qu'il rencontre Marla, qu'elle lui plaît. Ouais. Et qu'en gros, il n'est pas capable d'assouvir ses besoins autrement qu'en étant quelqu'un d'autre. Il y a d'autres théories autour de Marla. Ouais. Alors Marla, il y a plein de choses à dire. Ouais. Je sais pas si on en parle maintenant. Bah si tu, oui, si tu. Mais voilà, je voulais juste parler. T'as fini avec Freud du coup. Ouais, j'ai fini avec Freud. Bon, ça va. Merci Freud. Merci Freud du coup pour nous avoir décortiqué Fight Club. Non, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vraiment ça en fait. C'est exactement ça. Et à la fin du film, tu te dis qu'il va arriver à être le moi, c'est-à-dire la partie qui assure les fonctions conscientes et qui régule le lien entre le surmoi et le ça, donc et arriver à être un humain peut-être un peu plus équilibré. C'est ce qu'on lui souhaite. Bon, il a une balle dans la tête, donc je suis pas sûr. Plus équilibré que ce qu'il était, c'est pas très difficile. C'est pas compliqué. Normalement, il devrait y arriver. La personnalité de Marla, d'ailleurs jouée par Helena Bonham Carter, qui est juste. Elle est géniale. Elle est géniale. D'ailleurs, globalement, dans le film, les noms déjà, quand on voit le casting, tu sais qu'il y aura pas de fausses notes au niveau de l'acting. Il n'y a pas d'erreur de casting. Il n'y a pas d'erreur de casting et il n'y a que des acteurs énormissimes en fait. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on parlait des abdos de Brad Pitt tout à l'heure, il n'y a pas que ça, et c'est quand même un acteur extraordinaire. Mais il est magique Brad Pitt. Parce qu'il joue tout un tas de rôles différents, c'est toujours juste. Edward Norton, je pense que c'est un des acteurs un de mes acteurs préférés. Vraiment, je trouve ce mec tout le temps hyper juste et vraiment très pointu dans sa façon d'interpréter les Il est connu comme étant quelqu'un d'extrêmement intelligent. Sur YouTube, Combini fait des émissions, le Vidéo Club. Ouais. Le Vidéo Club avec Edward Norton, c'est génial. Il est super. Il est hyper cultivé. Et en plus, il est cultivé et passionné en fait. Ouais. Tu vois que je l'ai vu, le truc auquel tu fais allusion. Et ouais, il est passionnant en fait, parce qu'il est passionné. Ouais. Mais dans chaque rôle qu'il interprète, même quand il joue dans un Marvel, parce qu'il en a fait, il a fait Hulk entre autres, donc il joue. Qui a pas eu beaucoup de succès. Pas eu beaucoup de succès, mais je le trouve
bien, enfin en tout cas il mais apporte de toute façon, il est toujours, il apporte de la profondeur au rôle qui est juste un truc de comics à la base quoi. Pour moi un des meilleurs comics Marvel en tout cas, le Hulk dans lequel il joue. Alors moi la question que je me pose, qui est une question que se posent beaucoup de gens, c'est de savoir si Edward Norton il a eu la carrière qu'il voulait, c'est-à-dire en choisissant vraiment des rôles, en se faisant assez rare au cinéma, mais en choisissant vraiment les rôles qui lui plaisent. Je pense que c'est ça. Vu le talent qu'il a. Il y en a d'autres qui disent oui, il joue pas assez le jeu d'Hollywood et donc du coup il a pas eu la carrière qu'il aurait mérité d'avoir. Je suis pas certaine que ce en soit fait les deux théories sont plausibles. puis elles se cumulent potentiellement, c'est-à-dire que moi j'ai jamais vu Edward Norton dans un film vraiment mauvais. J'ai toujours trouvé qu'il a pas, parce qu'American History c'est un énorme film. Même le film qu'il a produit, Brooklyn Affair je crois que ça s'appelle. Oui, Brooklyn Affair, c'est génial celui-là. Il est top, et pareil le rôle qu'il interprète il est pas évident du tout et il est super juste. Non vraiment tous les films que j'ai vu avec lui j'ai trouvé ça cool. Et dans plusieurs registres il a réalisé aussi un film qui s'appelait je crois Au nom d'Anna, je crois que c'était ça la version française, avec Ben Stiller où il joue un prêtre. Ben Stiller c'est son meilleur pote, c'est un rabbin et ils sont tous les deux amoureux d'une fille en fait, donc le truc un peu perché quoi. Il avait réalisé le film et il jouait le prêtre du coup. Bon, dans un registre plutôt comédie romantique et plutôt léger, c'est léger, pas si léger que ça finalement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dites dans ce film. C'était pas mal aussi, hein, je pense qu'il te plairait pas. Ok, il me semblait que c'était pas du tout ma cam. C'est pas ta cam, je te confirme. Mais alors, pour revenir au rôle de Marla, il voulait, à la base, Courtney Love. Ok. Ouais, qui aurait été pas mal parce qu'elle est un peu dans le côté trash. Le côté underground, cradingue, drogue, etc. Ouais, ça lui convenait bien. Poil dans le truc. Bon, après, rest in peace, Kurt, mais la fin du film aurait été, je pense, encore plus subversive qu'elle ne l'est avec Courtney Love, parce que du coup... il était déjà mort. Oui. 94, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est déjà un petit moment qui était... D'accord. Il voulait Winona Ryder. Ou bien, alors là, et c'est elle qui a vraiment failli avoir le rôle, elle a fini par refuser parce qu'elle s'est dit que c'était un peu trop violent pour elle, Reese Witherspoon. Ah ouais. Mais en plus, alors on la voit comme la petite blonde, super mimi, tu vois. Ce qu'elle est. Elle est adorable, j'adore cette actrice, mais je pense qu'elle a ce côté elle aurait pu être pas mal en réalité. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que tu t'attends plus à... Winona Ryder, c'est pas surprenant du tout. Oui, parce qu'elle a débuté avec Tim Burton. Quand tu la vois dans Beetlejuice, c'est tout à fait ce genre de rôle en fait. Oui, c'est clair, exactement. La gamine de Beetlejuice, ça peut devenir la Marla adulte. C'est ça. Complètement. Ouais, c'est clair. Donc oui, c'est pas surprenant. Bon, ils ont fini par opter pour Helena Bonham Carter, qui en fait jusque-là... Aujourd'hui, tu la vois complètement comme ça. Parce qu'elle a tourné avec Burton. À l'époque, elle n'était pas encore Madame Tim Burton. Et elle avait fait plutôt des films historiques britanniques. Et donc, en fait, vraiment historique, tu vois, en costume, tout ça. C'était plutôt un choix atypique que de choisir Helena Bonham Carter pour ce rôle-là. Ok, pourtant, elle est parfaite. Et elle est parfaite. Et après, elle est partie sur ce genre de rôle. En fait, je pense que ça lui colle à la peau et que ça lui correspond vraiment. Je pense qu'elle est un peu barrée comme ça. Je pense que pour se marier avec Tim Burton, faut être quand même un peu imaginative en tous les cas, à minima, quoi. Mais tu vois, même dans Harry Potter, elle a ce type de rôle, en fait. Hein. Ouais, c'est clair. C'est elle est géniale, en plus, même dans un film comme ça. Elle correspond complètement au personnage. Elle correspond parfaitement, elle est crédible, quoi. Et alors, pour le rôle du narrateur, il voulait Matt Damon, à la base. À la place d'Edward Norton ? Ouais. Ok, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Ouais. Mais j'adore Matt Damon, mais je pense qu'il a pas la profondeur d'Edward Norton. Edward Norton, j'arrive pas à expliquer en quoi, mais Edward Norton, une simple mini qui arrive à comprendre 50 choses à la fois. C'est vrai, et en plus, t'as pas le côté... je trouve que le côté très différent entre physiquement même d'Edward Norton et de Brad Pitt amène quelque chose au film. Là, du coup, c'est deux beaux gosses quand même. Parce que Matt Damon, même grimé, etc., ça reste un pur beau gosse. Ouais. Alors, Edward Norton, je le trouve très beau. Oui, non, il est pas moche, mais c'est pas Brad Pitt. C'est pas un mannequin comme Brad Pitt, quoi. C'est sûr. Et donc, pour la réalisation, il voulait Peter Jackson. Ok. Qui, à la base, était occupé, je crois qu'il faisait Fantôme contre Fantôme à l'époque. Donc, je pense pas que ça aurait été terrible, honnêtement. Ça aurait pas été pareil, en tout cas. Ça aurait pas été pareil. Ça aurait été, à mon avis, moins sale, moins underground. Certes. Bryan Singer n'a jamais donné suite. Donc, Bryan Singer, c'est celui qui a fait le premier X-Men, par exemple.
qui avait fait Un élève doué aussi, qui est quand même bien trash et bien bizarre aussi. Je l'ai Donc vu il y a très longtemps. je pense qu'il aurait eu ça en lui, Bryan Singer, mais il n'a pas donné suite. Et il voulait aussi Danny Boyle, et là je le vois vraiment. Ouais. Ça aurait fait le même genre de film, je Ouais. pense, avec Danny Boyle, mais il était occupé, il faisait la plage en fait. Il a décidé de faire la plage à la place. Donc c'est finalement Fincher qui a eu... Fincher, il voulait la réal. Ça lui correspond vraiment parce qu'il est connu pour ses espèces de prouesses visuelles. Là, on le voit vraiment dans le film où, pour passer d'une scène à une autre, c'est hyper inventif. Il y a toujours des petites choses comme Et ça. puis les images subliminales voilà. qui sont intégrées Incrustées tout au long dans le film, ouais. En fait, à la base, donc le film Fight Club est une adaptation du livre de... Alors attention, du livre de Chuck Palahniuk, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. C'est adapté d'un livre, quoi. C'est adapté d'un livre. Le film avait pas eu un succès énorme en fait, hein. C'était assez confidentiel. C'est plutôt le film qui a fait le succès du livre a posteriori, mais par contre, je ne l'ai pas lu, mais ce que j'ai entendu, c'est que le film est très fidèle au livre, en fait. Je l'ai pas lu non plus. Et il paraît qu'il est très bien, et que vraiment le film est vraiment fidèle à ce qui se passe dans le bouquin, et que le bouquin est même presque encore plus trash. Ouais, bah c'est souvent le cas. Oui. T'as plus de détails en fait, Voilà. et puis ton imagination parfois te porte plus loin que ce que tu vois à l'écran. Ouais. Quand tu lis un bouquin, des moments tu sublimes un peu certains, c'est sûr. éléments. Ouais, puis je pense que tu peux te permettre plus de choses. Ouais, oui aussi. Quand tu quand tu filmes quelque chose, c'est encore une autre portée, quoi. Et surtout quand t'as le sujet un peu marketing de Voilà. à partir de quel âge on aura le droit d'aller voir le film, etc. C'est Donc ça. tu te heurtes aussi à l'autocensure pour justement que ton film puisse être rentable. Il puisse être un peu plus... Oui, alors cela dit, il est quand même Ouais, bien sûr qu'il l'est. interdit au moins de 16, non ? Je sais pas combien il était interdit au final. J'aurais dit moins de 16. Et franchement, c'est pas... Comment dire ? Il n'y a rien de... Visuellement, mis à part le fait tu que vois une ou deux bits quand même de temps en temps. Tu vois une ou deux bits. C'est des images subliminales, mais elles sont là. Ouais, c'est vrai. C'est assez marrant le côté... Je mets des images subliminales dans mon film qui sont pas perceptibles, et en même temps, mon personnage principal, qui est projectionniste, je crois, à un moment donné du film, fait la même chose avec les films pour enfants, et il met des images porno, en fait, qui sont pas visibles à l'écran, mais qui heurtent quand même les spectateurs. Donc ouais, non, en tout cas, le film est perturbant, je trouve. Même quand tu le vois pour la première fois, et même sans le décortiquer de A à Z, je trouve qu'il te laisse pas insensible quoi qu'il arrive. Pour plein de raisons qui peuvent être un peu différentes en fonction de la personne qui va regarder le truc. Je le disais, moi quand je l'ai vu, j'avais 20 ans et j'avais trouvé ça cool parce que du coup ça stimulait en moi tout un tas de réactions plutôt liées à ton âge quand tu es en rébellion sur plein de choses, sur l'injustice sociale, sur la société consumériste, etc. Où c'est le moment où tu es un peu... le moment de ta vie, on va dire, où tu es le plus ouvert sur ce genre de théories et sur ce genre d'idées et d'idéologies. Et en le revoyant un peu plus tard, ça suscite plein de réflexions différentes. Donc en fonction de qui regarde le film, et même en étant la même personne et en le regardant à des moments différents de ta vie, tu vas pas le voir de la même façon, je trouve. Et ça, pour moi, c'est aussi le signe d'un bon film, c'est qu'il s'adresse à toi, enfin il s'adresse pas à une cible prévue à l'avance, il peut s'adresser à tout le monde en communiquant des messages peut-être un peu différents en fonction de la personne qui regarde le truc. Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de fight clubs qui se sont créés aux États-Unis, même dans des écoles catholiques ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a des jeunes qui ont créé des fight clubs quoi, après le film. Alors tu te dis, ils n'ont pas vraiment compris le message du film. Ils n'ont pas compris le message du film. Mais moi, le premier, on avait fait, nous, en cours de PS, pour dire, c'était très con, mais on montait 4 tapis pour pas que les mecs puissent sortir de la cage et on se patatait dans le... Bon, voilà, c'était notre fight club, du coup, c'était cool. Hein, mais, en cours de PS. En cours de PS. Et les profs, Mais parce qu'ils s'occupaient, ils géraient trop de choses à la fin. Je vois que les choses n'ont pas changé depuis longtemps, c'est bien. C'est pire, en tout cas, c'est pas mieux. Pire encore. Mais on profitait des moments où ils géraient l'autre groupe pour transformer le cours de volley en fight club, c'était cool. Mais alors, pour revenir aux images subliminales, une petite anecdote que je trouve super rigolote. À la fin du film, il y a une espèce d'équipe de contrôle qualité qui revoit le film et s'assure qu'il n'y a pas d'erreur, de faux raccords, de choses comme ça. Donc eux, ils ont mis des red flags sur toutes les images subliminales, genre ouais les gars, qu'est-ce qui se passe à la minute temps, il y a une bite qui apparaît, à telle minute il y a Brad Pitt, parce qu'il fout là, ils n'ont pas compris en fait quoi. Et alors étant donné que Edward Norton et Brad Pitt sont censés être la même personne dans le film, tu sais à un moment ils ont un accident de voiture, c'est Brad Pitt qui conduit, sauf que après l'accident, Brad Pitt tire Edward Norton hors de la voiture, de la place du conducteur.
Ah ouais, ok. C'est Brad Pitt qui conduit, sauf qu'après après l'accident, en fait, c'est Edward Norton qui est au volant. Je l'avais même pas vu en fait. Je l'avais pas vu, je l'ai lu, hein, c'est vrai que j'aurais pas remarqué en fait. Et donc là, ils ont dit, ouais, mais faux raccord, c'est pas lui qui conduit. Tu vois, ils ont pas compris le film en fait, les mecs qui ont fait le contrôle qualité. Donc je trouve ça assez rigolo. Après, si tu le regardes en séquençant et sans avoir vu la fin. Mais c'est sûr. Et puis je pense que, tu vois, par souci de bien faire, ils se sont peut-être dit, on sait jamais, peut-être que c'est une erreur. Oui, on va pas laisser une grosse image de bite à la minute 59, tu vois, ça craint un peu, quoi. Donc voilà. Mais je trouve ça assez drôle. Ils n'ont pas vu le côté artistique de la chose. Bah ouais, puis bon, je pense que là on peut parler de twist final aussi, parce que moi je l'ai pas vu venir. Hein. Mais pas grand monde l'a vu venir non plus. On a dit à peu près la même chose pour Sixième Sens, mais là c'est vrai aussi. Ah ouais, non, je l'avais pas vu. Et en plus, il y a plein de façons d'interpréter ce twist final, parce que moi, au premier visionnage, je me suis dit, bah ok, il a une double personnalité. Et en gros, Brad Pitt, c'est son moi maléfique, quoi. Ça part sombre. Ouais, ça part sombre. Et en fait, tu peux interpréter le personnage de Marla comme étant une troisième personnalité. Exactement. Aussi. Alors ça, je l'ai trouvé nulle part sur internet, mais quand j'ai regardé le film cette fois-ci, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais Marla, en fait, c'est probablement une projection de sa personnalité aussi. Une troisième. Il y a pas mal de trucs sur internet. Moi, j'ai trouvé plein de trucs, plus sur des forums que sur vraiment les analyses des films, mais sur des conversations entre les gens qui ont vu le film et qui l'ont apprécié, ou pas d'ailleurs, et qui sont venus le commenter en tous les cas. Il y a cette théorie-là qui apparaît. Il y a même des théories qui te disent, en fait, tout se passe dans le cerveau d'Edward Norton, parce que les explosions à la fin où tout explose, qu'un seul mec ait pu créer ce truc-là, c'est juste pas trop possible. Il y a une armée quand même derrière lui. Oui, mais justement, est-ce que vraiment c'est l'armée, possible, c'est l'ensemble de ses facettes et de ses personnalités. Tout se passe dans son esprit, en fait. Je trouve ce truc-là plutôt... c'est possible, en fait. Mais sur le personnage de Marla, si tu regardes surtout le début du film, déjà, il explique son mensonge reflétait mon mensonge. Ça, c'est une réplique du film. Déjà, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a plein de petits indices, elle finit les phrases du narrateur. Ouais. Elle est dans le même état d'esprit. Au début, quand il essaie de la suivre pour lui dire, en gros, faut qu'on partage les soirées pour pas être en même temps dans les groupes de parole. Elle traverse la rue, elle est au milieu de la route, un gros boulevard, il y a beaucoup de trafic. Elle regarde pas, et personne ne lui rentre dedans. La seule fois où elle se fait klaxonner, Edward Norton se fait klaxonner 2 secondes après dans le film. Justement, certaines images subliminales où t'as Brad Pitt qui apparaît en subliminal, donc ça, tu le vois pas, mais quand tu fais un arrêt sur image sur le profil de Marla qui est en train de s'en aller, où tu te dis, du coup aussi, ça peut être un indicateur. Il y a un moment aussi, justement, quand ils sont dans les groupes de parole, où il menace de la dénoncer, et elle lui fait une réponse qui te semble logique au moment où tu vois le film, mais qui peut être prise avec un double message, où elle lui dit genre, si tu me dénonces, je te dénonce aussi. En gros, si je tombe, tu tombes aussi, quoi. Et oui, tu peux demander légitimement ce qu'elle fout dans un groupe de parole de mecs qui ont eu un cancer des testicules aussi, sans que personne ne réagisse. Elle fume, je crois, dans le groupe de parole. Voilà, les groupes de parole sur le cancer ou quoi, elle est là fumée, c'est sûr. Personne ne lui dit rien. Et il y a plein de trucs aussi avec notamment les vêtements d'Edward Norton qui sont blancs au début du film. Elle porte une robe noire quasiment tout le long du film. Et il n'y a pas d'interaction réelle entre Marla et Tyler Durden. Tyler. Il lui dit juste un moment, ferme ta gueule. Tu peux l'interpréter en disant c'est les différentes... C'est un peu le petit ange et le petit démon sur l'épaule d'Edward Norton où ils finissent par se percuter parce qu'ils sont pas d'accord. Donc il y a plein de façons d'interpréter le personnage de Marla, et ce truc-là me paraît plausible. Ça paraît complètement plausible. Puis attends, si réellement elle existe, elle revient tout le temps en fait. Ouais. T'as vu comment il la traite ? Ouais, c'est clair. C'est le seul personnage féminin du film d'ailleurs. Oui. Alors ça a apporté beaucoup de critiques, et avec lesquelles je suis pas vraiment d'accord. Il y a plein de féministes en fait qui critiquent énormément le film. Fight Club, on est d'accord qu'on parle d'hyper-masculinité, on pourrait même aller jusqu'à dire de la masculinité toxique, le terme qu'on utilise tout le temps. Assumé de ouf, en fait. Mais c'est assumé de A à Z. C'est-à-dire que la réaction... quand on nous dit que ce film est misogyne, moi, en fait, je suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, il est pas question de la position de la femme dans le film. Ici, on parle des hommes. Alors, il en a un peu question dans les interventions de Tyler quand il dit on est des mauviettes parce qu'on est une génération de mecs élevés par des femmes. Certes. Voilà. Mais la question centrale du film, c'est qu'est-ce que ça signifie d'être un homme ? Qu'est-ce que la masculinité ? Que devient l'homme au sens primal du terme dans cette société hyper consumériste ? Exactement. Le fait que... C'est une des thématiques d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans Magnolia. Ouais. Par l'intermédiaire du personnage de Tom Cruise. Dans American Beauty aussi. Complètement. Aussi.
Oui, alors oui, certes, c'est encore un film sur les hommes fait par des hommes. Bon, ça, d'accord. Il n'y a pas assez de représentation de la femme faite par des femmes. C'est encore vrai aujourd'hui, ça l'était encore plus en 99. Mais en fait, c'est pas le débat ici. Ici, le film, il traite de la masculinité et de son côté un peu dangereux aussi. Mais je suis pas d'accord quand on me dit que ce film est on ne traite pas de la position et de la question de la femme. En fait, là, on parle des hommes. Et on peut si on considère en plus que c'est bien que ce truc-là intervienne maintenant dans la conversation, parce qu'on vient parler du personnage de Marla et de la façon de l'interpréter. Si on interprète Marla comme une des facettes d'Edward Norton, ça donne du coup beaucoup de relief au côté. Ça veut dire assumer ton côté féminin en fait. C'est ça. Ta part de féminité, même en étant un homme viril. Même en étant un homme viril, complètement. Voilà. D'ailleurs, tu peux te poser la question sur Edward Norton, parce que le rapport qu'il a avec Brad Pitt, au début de leur relation, entre guillemets, il est quand même... Fasciné. Il est très fasciné. C'est un peu plus que de la fascination, même. Il est séduit, quoi. Vraiment, il est séduit, par la facette, par le côté... un peu j'ai peur de rien du personnage de Brad Pitt. Mais moi, j'ai tendance à penser que Marla est vraiment un personnage une autre extension de sa personnalité. Et auquel cas, le message féministe, pour moi, enfin les revendications féministes autour de Fight Club, moi j'ai tendance à pas les comprendre. Alors, la cause féministe, pour moi, elle est tout à fait légitime, entendable, etc. Pour moi, parfois, elle se brûle un peu les ailes avec des revendications. Des problèmes là où il y en a pas. Exactement. Et du coup, c'est ce qui me pose. Enfin, là, en l'occurrence. Tu vois, dans les critiques que j'ai entendues, ils disaient ouais, mais tu te rends compte, Brad Pitt, quand il parle de Marla, il dit que c'est une baise sportive. Comment on parle des femmes comme ça ? Mais à aucun moment on te dit que Brad Pitt c'est un exemple à suivre. C'est aussi un mec qui va cramer des buildings en fait. Exactement. Donc c'est un personnage qui. Et en plus, à la vue de la fin du film, c'est le côté animal du personnage principal. Donc c'est normal en fait qu'il ait ce rapport-là avec les femmes. Il peut pas être doux, conciliant, bienveillant, prévenant à l'égard des femmes, puisque c'est le côté le plus sauvage de la facette humaine. C'est ça. Ouais. C'est juste logique en fait. Le film est construit autour de ce truc-là, donc il n'y a pas de sujet. Ça rejoint un petit peu les revendications qu'on avait pu évoquer quand on avait parlé du film 300, qui pour moi sont nuls et non avenus. Il n'y a pas de sujet en fait. À partir du moment où le côté misogyne du personnage de Brad Pitt sert l'intrigue du film. Oui, et que ça fait partie intégrante de son personnage. Et que ça fait partie intégrante de son personnage, et qu'en plus, on peut considérer quand même que c'est en effet pas l'exemple, il n'est pas présenté comme un modèle du tout. À aucun moment on te dit devenez comme Brad Pitt dans le film. Pas du tout. Donc, si tu as vu le film en entier, tu comprends que non. Donc à partir de là, je vois pas où est le problème. Exactement. Il faut juste comprendre le film. Bah oui, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous invitons la semaine prochaine pour écouter la suite de ce podcast consacré au film Fight Club.